Ça n'aurait pas dû l'être. Mon père avait été enterré il y avait seulement 3 heures, mais j'avais l'impression que sa présence était encore cousue dans le tissu. Et puis le mot a glissé. Un petit bout de papier plié avec une écriture que j'ai reconnue instantanément. Ma fille, viens sur ma tombe demain à 16 heures. Mon souffle cesse de briser dans ma poitrine. Je m'appelle Camille. Et jusqu'à ce moment précis, j'avais cru chaque mot qu'on m'avait dit sur la mort de mon père. Qu'on me disait que c'était paisible, que c'était naturel, que rien d'étrange n'était arrivé. Ma belle-mère Nathalie répétait cette histoire comme une réplique apprise par cœur. L'hôpital avait signé les documents sans hésitation. Mais alors que je tenais ce mot tremblant entre mes doigts, une vérité est montée comme de la glace le long de ma colonne vertébrale. Mon père avait écrit cela après avoir été officiellement déclaré mort. Quelque chose ne allait pas, c'était horriblement faux. Et pour la première fois depuis l'enterrement, l'engourdissement cesse de dissiper, remplacé par une suspicion électrique et tranchante. Parce que ce message, cet horodatage, cette veste, ce n'étaient pas les restes d'un adieu. C'était un avertissement. Et demain à 16 heures, quelqu'un m'attendait, quelqu'un qui ne devrait plus être capable de rien écrire. Mais quelqu'un de vivant ne voulait clairement pas que je découvre ce qu'il avait laissé derrière lui. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée sur le dos, fixant le plafond, rejouant chaque seconde des funérailles, chaque mot que ma belle-mère Nathalie avait prononcé avec cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle cachait quelque chose. Au matin, ma poitrine me semblait comprimée par un poing. Quand mon père l'avait épousée il y a 2 ans, j'avais essayé, Dieu sait que j'avais essayé, de l'accepter, mais elle m'avait toujours traitée comme une intruse dans la vie de mon propre père. La distance entre eux avait grandi lentement, silencieusement, jusqu'à ce que mon père ne ressemble plus à lui-même. Il était devenu renfermé, fatigué, presque effrayé. J'avais blâmé l'âge. J'avais blâmé le travail au cabinet d'architecte. J'avais tout blâmé sauf elle. Maintenant, je n'étais plus si sûre. Je suis retournée à l'appartement du quartier du Marais pour la première fois depuis la découverte du mot. L'endroit semblait mis en scène, trop propre, trop rangé, comme si le deuil avait été répété ici au lieu d'être vécu. Le bol préféré de mon père manquait. Tout comme le livre qu'il gardait toujours près du canapé. Et la petite boîte à musique dont il avait dit un jour qu'il me la laisserait, disparut elle aussi. Nathalie prétendait que l'hôpital avait ramassé ses affaires. Mais la veste qu'il m'avait rendue, elle était toujours là, cachée, attendant son heure. Alors que j'ouvrais à nouveau sa garde-robe, quelque chose a gratté à l'intérieur de la doublure. Un autre morceau de papier plié coincé sous la couture. Mon pouce est emballé. Si le premier mot me disait quand venir, celui-ci pourrait me dire pourquoi. Le deuxième mot était plus petit, plus tremblant, écrit comme si la main de mon père combattait quelque chose ou quelqu'un. Si tu as trouvé le premier message, ne lui fais pas confiance. Juste ça. Pas de nom, pas de clarté, mais mes os savaient déjà de qui il parlait. Nathalie, la femme qui avait pleuré trop vite à l'enterrement, qui évitait de me regarder quand le médecin parlait d'insuffisance cardiaque, qui avait précipité l'inhumation comme s'il existait des dates limites pour la douleur. Des pièces qui ne s'étaient jamais connectées auparavant ont commencé à s'assembler comme des aimants. Au cours de l'année passée, je me suis souvenu avoir surpris des disputes, elle exigeant de l'argent qu'il n'avait pas, lui refusant, sa rage à elle débordant en chuchotements venimeux. Je me suis souvenu comment il avait annulé nos déjeuners hebdomadaires à la brasserie, prétendant qu'il se sentait trop fatigué, bien que sa voix tremblait d'une manière que l'épuisement ne provoquait jamais. Et puis comment tout s'était arrêté soudainement. Ses appels, ses messages, son sourire, une terreur sourde s'est propagée en moi. Mon père n'était pas seulement malade. Il avait peur. J'ai glissé les notes dans ma poche et j'ai quitté l'appartement, verrouillant la porte avec des doigts qui ne restaient pas stables. S'il m'avait prévenu de ne pas lui faire confiance, alors aller sur sa tombe demain pourrait être plus que dangereux. Cela pourrait être un piège dans lequel quelqu'un s'attendait à ce que je marche seule. En sortant dans le couloir, je me suis figée. Nathalie se tenait près de l'ascenseur et me regardait. Ses lèvres se sont courbées, non pas en un sourire, mais en quelque chose de plus froid, comme si elle cherchait quelque chose. Camille, je ne lui ai pas répondu. Je ne pouvais pas.
Son regard me fixait comme un papillon sur une vitre. Curieuse, calculatrice, essayant de décider si j'avais découvert quelque chose que je n'aurais pas dû. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière elle, j'ai expiré un souffle que je ne réalisais pas retenir. Le lendemain, chaque pas vers le cimetière me donnait l'impression de m'enfoncer plus profondément dans une histoire que mon père avait désespérément essayé de raconter avant que la mort ne le fasse taire. Le ciel était terne, lourd, comme s'il portait lui aussi des secrets. Je suis arrivée à 15h58. Il n'y avait personne, juste la tombe. De la terre fraîche, des fleurs déjà fanées. Je me suis agenouillée à côté de la pierre tombale, mes doigts effleurant le granit froid. « Papa, je suis là », ai-je chuchoté. À 16h02, mon téléphone a vibré. Un message, numéro inconnu. « Retourne-toi. » Mon sang s'est glacé. Derrière moi se tenait Nathalie, habillée en noir, un peu trop élégante pour la circonstance. Son expression n'était pas celle du deuil. C'était de l'irritation, presque de l'ennui. « Tu n'étais pas censé trouver ces notes », a-t-elle dit calmement. Il devenait difficile, parlait trop. Il devait être réduit au silence avant de tout gâcher. Mon souffle s'est coupé. « Tu l'as tué. » Un sourire lent et satisfait a courbé ses lèvres. J'ai fini ce qu'il avait commencé. Le sol a semblé basculer sous pied. Puis elle s'est approchée. Maintenant, nous avons un problème, Camille. Pendant un moment, je ne pouvais plus respirer. Non pas à cause de la peur, mais à cause de la clarté. Tout ce que mon père avait essayé de me prévenir. Tout ce qu'il ne pouvait pas dire à voix haute se tenait maintenant à quelques centimètres de mon visage, portant du parfum et un faux deuil. Mais Nathalie a fait une erreur. Elle pensait que le choc me paralyserait. Au lieu de cela, il m'a aiguisée. Je me suis levée lentement, forçant le calme dans ma voix. « Pourquoi me dis-tu cela ?» Elle a haussé les épaules. « Pour en finir. Et parce que personne ne te croira. Tu es émotive, en plein deuil, instable. » Elle s'est approchée davantage et a ajouté que j'avais déjà tout nettoyé. Sa confiance, son arrogance était un cadeau parce que pendant qu'elle parlait, pendant qu'elle jubilait, pendant qu'elle se vantait d'être intouchable, je me suis souvenu de quelque chose. Mon père n'était pas imprudent. Il n'avait pas laissé de notes pour rien. S'il avait caché celle-ci, il en avait caché d'autres. Et son appartement avait des dizaines d'endroits auxquels il ne laissait personne toucher. Des livres au centre creusé, des lattes de parquet desserrées, le tiroir verrouillé dans son bureau. Nathalie a pris mon silence pour une défaite. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle ne comprenait que les émotions fortes, pas la stratégie silencieuse. Lorsqu'elle s'est éloignée, ses talons s'enfonçant dans le gravier, elle a lancé une dernière phrase par-dessus son épaule. « Laisse tomber, Camille. Les morts ne parlent pas. » Mais elle avait tort. Mon père avait déjà commencé à parler. Maintenant, c'était mon tour et j'allais finir ce qu'elle avait commencé. Je suis retournée à l'appartement avec une assurance qui m'a surprise moi-même. Le deuil avait révélé une nouvelle version de moi-même. Plus calme, plus vive, plus froide. Le genre de femme que mon père appelait autrefois ma petite stratège. J'ai commencé dans son bureau, le tiroir verrouillé. Je l'ai ouvert comme il me l'avait appris quand j'étais petite. Appuyer, soulever, glisser. À l'intérieur se trouvait une clé USB, sans étiquette, cachée sous de vieux reçus. Mon pouls a bondi. Ensuite, la latte du plancher sous la bibliothèque, son cachette préférée. Je l'ai soulevée et j'ai trouvé un minuscule enregistreur vocal enveloppé dans un tissu. Quand j'ai appuyé sur lecture, sa voix a rempli la pièce. « Camille, si tu entends ceci, elle a déjà menti. » Je me suis effondrée sur le sol, la main sur la bouche. Il détaillait tout. Comment Nathalie avait vidé ses comptes. Comment elle avait forgé des documents médicaux. Comment elle avait menacé d'accélérer l'inévitable s'il ne lui léguait pas l'appartement. Et puis le dernier enregistrement, une conversation entre eux. Sa voix était reconnaissable entre mille. Signe où ta mort sera plus laide qu'elle ne doit l'être. Mon sang s'est glacé. Il l'avait enregistré. Il avait protégé les preuves.
Il m'avait fait confiance pour les trouver. Alors, j'ai élaboré le plan. Un ami avocat qui me devait un service, un message soigneusement programmé à la police, et une visite prévue de Nathalie pour discuter de l'héritage. Demain, elle marcherait droit dans le piège que lui et moi avions tendu ensemble. Le lendemain matin, j'ai préparé du thé avec des mains qui ne tremblaient plus. Le deuil n'avait pas disparu, mais il avait changé de forme. Il était devenu un but. À 11 heures, j'ai envoyé un SMS à Nathalie disant exactement ce qu'elle voulait entendre. Je pense que nous devrions régler l'héritage à l'amiable. Viens à l'appartement. Comme on pouvait s'y attendre, elle a répondu en quelques secondes. J'arrive. Les requins nagent toujours plus vite vers le sang. J'ai tout positionné avec soin. La clé USB sur le bureau. L'enregistreur à côté. Les documents juridiques que mon avocat m'a aidé à préparer étalés proprement dans un dossier portant l'inscription preuve en gros caractères rouges. Quand elle est entrée, son expression s'est fissurée juste un peu. Pas de la peur, pas de la culpabilité, de l'ennui. Tu poursuis toujours tes fantasmes. Elle a ricané, jetant son sac sur le canapé. J'ai désigné le bureau. Pas des fantasmes, ces mots. Elle a jeté un coup d'œil à l'enregistreur et s'est figée. Pour la première fois, quelque chose a vacillé dans ses yeux. La reconnaissance, puis la terreur. Tu n'as pas le droit de. Il me les a donnés, j'ai interrompu doucement. Sa voix, son histoire, ses preuves. La porte derrière elle s'est ouverte. 2 policiers sont entrés. Mon avocat a suivi. Nathalie s'est tournée vers moi, la trahison déformant ses traits. Qu'est-ce ce que tu as fait? J'ai croisé son regard, calme, sans ciller. Écoute les morts. Sa gorge a bougé alors que la réalisation la frappait. Ce n'était pas une conversation. C'était échec et mat. Pendant un moment, Nathalie n'a pas bougé. Elle restait plantée là, respirant trop vite, comme un prédateur qui réalise enfin que la cage avait toujours été autour d'elle, pas de moi. Les officiers lui ont lu les charges. Fraude, coercition, tentative de meurtre. Mais le coup final est venu quand mon avocat a ouvert le dossier et a fait glisser un document sur la table. Un relevé bancaire, sa signature, des virements falsifiés. Le visage de Nathalie s'est effondré sur lui-même. Tu as planifié ça. Elle a chuchoté, la voix brisée. Non, ai-je dit calmement. C'est lui qui l'a fait. J'ai seulement terminé. Alors qu'il lui mettait les menottes, elle s'est débattue. Petit imbécile. Il était faible. Il allait mourir de toute façon. Je me suis approchée, baissant ma voix comme une lame. Il n'est pas mort parce qu'il était faible. Il est mort parce que tu avais peur de la force qu'il avait encore. Son cri a résonné dans le couloir pendant qu'il l'emmenait. Le silence s'est installé comme la poussière après une tempête. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti l'air remplir mes poumons sans brûler. Ce soir-là, je suis retournée au cimetière seule. Le ciel était d'un violet meurtri, doux, comme s'il savait que j'avais besoin de tendresse. J'ai placé les notes à côté de sa pierre tombale, lissant le papier comme si c'était sa main. Papa, c'est fini, ai-je chuchoté. Elle ne peut plus faire de mal à personne. Tu peux te reposer maintenant. Un vent chaud a frôlé ma joue. Léger, doux, incroyablement opportun, comme s'il me répondait. J'ai fermé les yeux. La justice n'était pas bruyante. La vengeance n'était pas violente. C'était calme, précis, final, exactement comme il me l'avait appris. Cette histoire nous rappelle avec force que les secrets les plus sombres finissent toujours par remonter à la surface, même quand on pense avoir tout effacé. Le courage de Camille, guidé par la prévoyance de son père, montre que l'amour paternel et la soif de justice peuvent surmonter les manipulations les plus cruelles. C'est un récit poignant sur la résilience et la capacité à transformer son deuil en une force d'action. La mise en scène de cette vengeance froide et calculée nous tient en haleine jusqu'à la dernière seconde, nous faisant réfléchir sur la confiance que nous accordons à notre entourage. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous eu le courage de suivre ces indices mystérieux au risque de votre propre sécurité?
Pensez-vous que la justice est toujours possible face à des personnes aussi manipulatrices que Nathalie? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti